tout le monde, bienvenue sur l'ASP, le podcast qui parle de cinéma asiatique chaque semaine. Comme toujours, je suis en compagnie de Kiko. Salut Kiko. Hello tout le monde, comment ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va super. Aujourd'hui, on n'a pas d'avant-séance parce qu'on fait un épisode spécial Halloween sur Darkwater, un film japonais de Hideo Nakata, notamment le réalisateur de Ring. Je te laisse nous dire de quoi ça parle? Oui, donc Darkwater, c'est un film d'horreur, film à énigme sorti en 2002, d'une durée d'1h41, et ça parle d'une mère qui est fraîchement divorcée, qui élève seule sa petite fille Ikuko de 6 ans, et en fait pour reconstruire leur vie, elles vont rechercher un appartement pour qu'elles puissent se reconstruire toutes les deux. Sauf que l'appartement qu'ils vont choisir se trouve dans un bâtiment sombre, délabré, et leur appartement en fait, il va y avoir un dégât des eaux. Donc c'est Dégâts des eaux le film. Et en fait l'eau viendrait de l'appartement du dessus. Tout le long du film on entend des bruits de pas, des bruits au-dessus. Sauf que y a personne qui se trouve dans cet appartement-là quand la maman va essayer d'expliquer ce qui se passe. Il y a un gardien dans l'immeuble qui ne sait pas non plus ce qu'il fait là et ce qui se passe dans cet immeuble-là. Ouais, et ce qu'il est censé faire dans l'immeuble. Exactement. Voilà, il se passe des choses bizarres et il va falloir regarder le film pour en découvrir la suite. C'est ça, tout à fait. Donc maintenant, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as déjà vu le film? Je dis oui parce que je te connais. Ouais. Donc dis-nous tout. Moi, je l'ai vu, j'étais à la fac, donc ça devait être en 2004, quelque chose comme ça, 2003-2004. J'ai vu ça avec ma sœur sur mon ordi, dans notre appartement à Lyon, et pas forcément les conditions les plus propices pour un film d'horreur, parce que l'écran était tout petit. Mais par contre, j'ai souvenir d'avoir été vachement en tension, d'avoir pris une grosse claque sur le film, et d'avoir bien flippé en fait. Je veux dire, c'était vraiment le film qui nous avait bien marqué, toutes les deux. Donc j'avais beaucoup d'attentes sur le film pour le coup, pour ce nouveau visionnage, qui ont été plus ou moins toutes assouvies, on va dire. Ouais, c'est un film que j'ai apprécié revoir, mais qui a pas forcément marché de la même manière que quand j'ai fait le premier visionnage. Notamment au niveau de l'horreur et du frisson, de la frayeur. Voilà, c'est un film que je trouve quand même bien écrit sur plein de sujets. Et donc, ouais, que je suis contente de refaire. Et toi, t'en as pensé quoi? Bah pareil que toi, moi je l'avais découvert sans doute à l'âge de 17-18 ans, parce que ça, cette période-là, j'avais découvert tout ce qui était Battle Royale, la J-Horror, tel que Ring, Audition qu'on a déjà fait dans le podcast, et Darkwater, je l'avais vu en cette période-là aussi. Et moi j'avais pris une petite clacasse, parce que ça sortait complètement de ce que je connaissais dans le film d'horreur et le film d'épouvante, Ouais. des années 90 surtout. Là, avec la J-Horror, j'ai pris on va dire un nouveau tournant dans tout ce qui était horreur. J'ai découvert tout ce qui était un peu histoire de fantômes, histoire de j'allais dire possession, mais c'est pas vraiment de la possession. Il y a vraiment c'est vraiment des histoires de fantômes, en fait, tout simplement, des histoires avec des légendes urbaines ou j'allais dire des yokai, mais j'ai pas vu beaucoup de films de yokai, et en fait, c'est à partir de ce moment-là, en fait, je me suis passionné aussi pour tout ce qui était spiritualité et puis justement histoire de yokai au Japon. Et voilà, c'est un truc qui m'a longtemps suivi. Je me suis renseigné sur 2-3 choses. Il y a pas mal de choses aujourd'hui qui reviennent, surtout avec un podcast que je conseille qui s'appelle la librairie yokai, où je prends un plaisir justement à redécouvrir tout ce qui est contes et légendes urbaines. Pour celles et ceux qui connaissent pas, tu peux préciser ce que c'est que les yokai? Les yokai, en fait, c'est des j'ai pas vraiment la définition, mais c'est plus des histoires de fantômes, des légendes typiquement japonais, avec c'est beaucoup de petites histoires où justement où t'as un espèce d'esprit qui est resté sur Terre après une mort souvent brutale, et donc du coup tu vas avoir des contes et légendes qui sont orientés autour, surtout dans la vie urbaine. Okay. Et donc il y a des histoires super intéressantes, super trash souvent, Okay. et souvent basées sur des féminicides, sur des femmes qui sont mortes et qui veulent se venger, surtout d'hommes. Donc tu vas avoir plus des
Après des histoires avec des êtres un peu plus mythologiques comme le kappa, Ok. qui est une forme de tortue, bizarroïde, t'as plein de formes comme ça, des trucs avec des histoires de lanternes, enfin Ok. voilà, il y a énormément de choses. Là honnêtement je serais incapable d'en parler, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais je suis pas du tout calé en yokai, c'est un truc j'adore. Ok. C'est comme la mythologie grecque, Ouais. tout ce qui est histoire de l'Égypte, tout ça, c'est des trucs que j'ai toujours écouté, c'est toujours découvert. Mais c'est des choses que je retiens pas parce que c'est Bah, c'est hyper vaste en même temps. c'est ça, aussi, c'est très il y a vaste et beaucoup de choses. on va dire que moi, ma capacité à emmagasiner des choses dans mon cerveau, j'ai un disque dur assez chargé, donc voilà, je l'ai pas formaté, j'ai pas fait de place et donc il y a des choses que je retiens pas. Et ça, c'est peut-être surtout avec l'âge. Ça peut, ça peut. ouais. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Va falloir que je consulte peut-être. Donc ouais, voilà, les yokai, moi c'est un truc que j'adore beaucoup. J'adore écouter les histoires, justement, avec le podcast là, j'écoute ça dans mes écouteurs et puis ça met une petite ambiance typique Halloween, tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est super cool, donc je vous le conseille vraiment. Ça s'appelle la librairie yokai. Bon, on n'est pas encore dans recommandation, mais on va dire que je triche un peu, puis Ok. je propose quelque chose qui est très sympa en podcast. Donc pour revenir à Darkwater, ouais, c'est un film qui m'avait énormément fait frissonner à l'époque. Il y a des scènes qui m'avaient marqué. Il y a une ambiance qui est très pesante, très lourde, très crasseuse, Ouais. que j'avais adoré en premier visionnage. Au second visionnage, donc celui qu'on vient de faire pour ce podcast-là, j'ai retrouvé cette atmosphère bien pesante, bien crasseuse, surtout avec l'eau qui est omniprésente. Par contre, au niveau de l'épouvante, ça m'a moins surpris. Ouais, pareil. Finalement, on a essayé vraiment de choisir un film d'horreur pour Halloween. Bah, on n'y est pas encore vraiment. Ouais, je suis d'accord. On n'y est pas vraiment encore. Bon, on voulait pas choisir autre chose parce qu'en ce moment, On aurait fait 150. on aurait été en retard et puis on aurait rien senti finalement. Donc c'est pas grave parce que finalement ça permet aussi de réhabiliter Darkwater peut-être en tant qu'autre œuvre en fait, autre que l'épouvante, horreur. Il est classé dans la J-horreur, mais moi je le mettrais vraiment plus dans un film un peu plus fantomatique, tu vois. Je sais pas si c'est pas vraiment c'est pas vraiment une catégorie. C'est pas vraiment une catégorie, mais c'est plus en fait, le film va plus aller sur quelque chose sur une histoire de fantôme, en fait, avec beaucoup de mélancolie, beaucoup de scènes qui vont te permettre d'avoir une tension qui monte au fur et à mesure, mais sans vraiment te faire peur ou te créer une frayeur avec des jumpscares. Donc, on reste vraiment sur des choses qui sont suggérées, mais on te montre pas tout. Ouais. Et en fait, jusqu'à la fin où en fait on va découvrir vraiment ce qui se passe dans cet immeuble-là et dans cet appartement. Donc on va essayer peut-être d'en parler un petit peu. Donc moi, mon deuxième visionnage, je dirais que pour le coup, ça reste toujours un très bon film. Est-ce que c'est un film d'horreur? Clairement pas. Est-ce que c'est un film d'épouvante? Aujourd'hui, beaucoup moins qu'à l'époque. Ouais, peut-être à l'époque, il avait un impact assez conséquent parce que c'était le genre de film qui n'existait pas vraiment. Ouais, et puis je pense que c'est un genre qui a été créé par Hideo Nakata. On en reparlera aussi de la filmographie de Nakata, justement, comment il a construit ce film-là. Donc voilà, sinon c'était un très bon visionnage, c'est un film que j'aime toujours autant. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans le film, et des choses qui marchent beaucoup moins, pour le coup, avec le temps. Et donc voilà. Ouais, on est d'accord. Et petite info... En fait, on n'a pas vu le premier visionnage ensemble, et pourtant, en fait, on avait tous les deux des scènes qui nous avaient marqué, où on avait exactement la même vision, en fait, de la scène. Ouais. Alors qu'en fait, la scène n'existe pas. Elle n'existe pas, ouais. Et en fait, elle n'existe trop pas. Bizarre comme elle n'existe pas telle que nous on l'imaginait avant le deuxième visionnage. Je pense qu'elle nous avait tellement marqué que on était. En fait, on a extrapolé un peu, on a grossi un peu le trait de la scène dans nos souvenirs, et en fait c'était exactement le même souvenir, alors que les scènes n'y sont pas. C'est le cas pour deux scènes, les deux scènes n'y sont pas, mais bah ouais, je pense que tu vois, il y a un certain âge, tu vois, on était vraiment jeunes, il y a vraiment jeunes adultes, tu vois, on découvrait vraiment ce genre de cinéma là, la J-horror, c'est quelque chose qu'on connaissait pas du tout, et comme c'est une atmosphère différente de tout ce qu'on a connu avec les Halloween, les Freddy, tout le tralala, donc c'est quelque chose qui nous avait, moi personnellement, je parle pour mon cas, qui m'avait pris un peu au trip, tu vois. C'est quelque chose c'était une ambiance au premier visage, je suis vraiment rentré dedans. Ouais. Une ambiance que je connaissais pas vraiment, je me dis waouh, en plus c'est le Japon, tu vois, c'est un truc c'est vraiment quelque chose que je bouffais à l'époque, tu vois, toute la culture japonaise là. Donc c'est quelque chose qui m'avait frappé de plein fouet.
Et cette ambiance-là, en fait, elle m'avait vraiment, vraiment, vraiment limite mis mal à l'aise à certains moments et bien effrayé dans d'autres, notamment avec la scène qu'on a en commun, qu'on peut sans doute raconter là. C'est une scène ultra connue. Darkwater, ça reste quand même quelque chose, ça reste quand même un monument de la J-horror. C'est une scène dans un ascenseur où c'est au début du film, hein. C'est en plus au début du film où en fait dans l'ascenseur il y a la mère, la fille et l'agent immobilier. Et en arrivant à l'étage, en fait, on voit la mère tenir la main de la petite fille. Et au moment où l'ascenseur s'ouvre, on voit la petite fille qui se rue vers la sortie et donc qui sort du champ et qui sort de l'ascenseur. Et à ce moment-là, dans ta tête, tu te dis, bah, si c'était pas sa main, c'est la main de qui ? C'est la main de qui ? Et en fait, la scène qu'on fantasmait, c'était que nous, on voyait la main de la mère qui continuait à tenir une main qui était censée être celle de la petite fille, mais finalement, on voyait une autre main. Ouais. Et moi, cette scène-là m'avait mindfucké à l'époque. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ce film ? C'est quoi cette scène-là ? Et pendant tout le film, j'ai attendu la scène. Et la scène, quand elle arrivait au début du film, je me suis dit, ah, c'est cette scène-là. Quand j'ai pas vu la main en fait, on voit la mère qui a rien dans la main, qui bouge sa main, qui dit, ah, tiens, c'est bizarre. Bah, elle a vraiment la forme de la main qui tient une autre main. Donc, vraiment comme si elle serrait la main de sa petite fille. Mais la main est vide, quoi. C'est ça. Donc, c'est, Donc, moi, je me suis dit, je me souvenais pas qu'il y avait une répétition de cette scène d'ascenseur. Et pendant tout le film, j'ai attendu cette répétition-là. Et elle n'est jamais arrivée. Et à la fin du film, je te regardais, je fais, merde, c'est pas le bon film. Et je me suis dit, putain, elle est où la scène que moi j'attendais ? J'étais sûr de moi, et finalement on en a parlé tous les deux, et toi tu m'as dit, ben moi aussi j'avais cette scène-là en tête. Ouais. Et finalement je pense que, tu vois, comme tu dis, elle avait la forme d'une main, en fait, quand on voit la main de la mère, elle tient une main invisible. C'est ça. Et je pense que nous, à l'époque, en fait, on savait, tu vois, on l'avait conscientisé que c'était... Ouais, que c'est une autre main, quoi. Une autre main. Et dans nos souvenirs, en fait, je pense que on a matérialisé cette main dans la main de la mère. Ouais. Et je pense que c'est une image qui nous est restée jusqu'à aujourd'hui. C'est clair. Et sauf que finalement l'image n'existe pas. Ouais, mais moi en plus c'est que dans ma tête j'avais vraiment l'image avec l'imperméable jaune et l'eau qui coule, quoi. Moi aussi, hein. Ouais. Moi aussi. Mais je pense que je pense qu'on a mélangé cette scène-là avec la scène de la fin, où on voit vraiment la scène avec la petite fille et l'imperméable. Ouais. Et je pense que c'est deux scènes qui se sont mélangées. Carrément. Et dans nos têtes, en fait, on les a complètement... on a checké tout le film et c'est ressorti tel quel. Mais c'est marrant que ce soit vraiment... on a la même vision du truc alors qu'on n'a pas vu le film ensemble. Mais quoi. C'était bizarre comme sentiment à la fin. Je me suis dit, merde. C'est clair. Tu vois, on en parle souvent de souvenirs de cinéma, de souvenirs de films qu'on avait à l'époque, et peut-être des souvenirs qu'on a envie de garder intacts, qu'on n'a pas envie de modifier, ou qu'on n'a pas envie complètement de descendre. Mais en fait, moi, ce qui me déçoit de ce deuxième visionnage-là, c'est cette scène-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Finalement. Parce qu'elle est moins mindfuckante, quoi. Mais franchement, je te dis, ça fait 20 ans que j'ai vu le film. Ouais. Et en 20 ans, moi, c'est la scène qui m'était restée en tête. Cette scène-là, je me suis toujours dit, waouh, dans Darkwater. L'ascenseur, scène classique. Même dans toute la J-horror, c'est la scène que je préférais. Voilà, je leur retirais jamais ma tête, celle-là. Ouais. Et finalement, là, c'était la douche froide, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et j'étais un peu déçu sur ça, même si après, avec le recul, on l'a reparlé, je dis, bah ouais, mais elle fonctionne quand même, la scène. Ouais, j'avoue. Finalement, elle marche très bien. Parce que voilà, on va parler plus de réalisation, tout ça. Le film est très bien réalisé, il est très bien écrit, les scènes sont bien amenées, l'épouvante est amenée d'une manière que nous, on n'avait pas l'habitude à l'époque. Aujourd'hui, ça peut peut-être moins marcher pour un public qui découvre le film aujourd'hui, parce que après la fin des années 90, début 2000, où la J-horror est vraiment arrivée en trompe chez nous, il y a eu beaucoup de films qui se sont inspirés de tout ça. Ouais. Tout ce qui était Ring, tout ce qui était Ju-On, donc The Grudge aux États-Unis. C'est pas pour rien en fait que tous ces films-là en fait ont été refaits aux États-Unis, que ce soit donc The Ring, qui a été refait tel quel avec The Ring. Darkwater aussi. Darkwater qui a été refait aussi en version américaine. The Eye, un film hongkongais, qui a été refait aussi aux États-Unis avec Jessica Alba, je crois. Ouais. Ju-On, qui est plus connu sous le nom The Grudge aux États-Unis puis dans le monde entier. C'est un peu la mode de l'époque où beaucoup de réalisateurs asiatiques sont arrivés
aux États-Unis. Même si avant il y a eu des John Woo, il y a eu tout ça qui ont fait qui ont fait déjà pas mal de films. Ouais, mais on va dire que là il y a une grosse concentration sur une période de temps plus courte. Exactement. Et ils sont tous allés aux États-Unis pour faire une réalisation. Quoique non, parce que je crois que la version Darkwater. C'est pas lui qui l'a faite. C'est pas lui. Je crois que c'est Gore Verbinski. Je pourrais pas dire. Mais tu vois, pour le coup, moi, j'avais très peu de connaissances de la J-horror. Je crois qu'on avait regardé avec ma sœur un autre film japonais un peu épouvante. C'était pas The Ring parce que, en gros, on s'était dit The Ring, à l'époque, on n'allait pas... Je sais pas si ma sœur, elle l'avait vu, elle m'avait dit non, c'était trop dur. Et donc, moi, je l'avais pas vu. On l'a vu ensemble, donc moi, beaucoup plus tard. Donc j'avais pas trop eu cette claque, tu vois, où j'ai bouffé de la J-horror à sa sortie. Ça a été plutôt la découverte avec Darkwater. J'ai souvenir que dans cette période-là, on en avait vu un autre, mais je serais incapable de dire quel film c'était. Ok. Et que c'était moins épouvante que Darkwater, et donc quand on avait vu Darkwater, c'était vraiment la grosse claque, quoi. Et au final, je suis contente d'être rentrée aussi avec celui-là. Il y avait finalement beaucoup de suspense aussi, en fait, et puis d'attente, c'était pas genre même pour comparer avec The Ring où effectivement il y a c'est le même réalisateur, où va y avoir des meurtres qui arrivent et l'idée c'est de savoir aussi ce qui se passe, donc il y a un peu ce côté aussi de découverte. Là, tu sens que c'est beaucoup plus intimiste. Et que c'est vraiment juste la mère de famille qui veut savoir pourquoi son plafond il fuit et pourquoi il y a des bruits et tu vois qui commence à comprendre qu'il y a un truc malaisant et bizarre chez elle. Et ouais, il y a vraiment tout ça que je trouvais très très bien. Et donc ouais, je suis contente d'être rentrée dans celui-là. Aussi peut-être parce que j'aurais pas forcément eu le même visionnage. Si j'avais vu celui-là par exemple beaucoup plus tard, j'aurais peut-être moins accroché aussi. Moi je pense que malheureusement c'est un film qui perd un peu de sa superbe avec le temps, tu vois. Je pense que c'est un film qui aurait mérité d'être découvert vraiment à sa sortie dans les débuts des années 2000, même 90, tu sais, avec les The Ring, tout ça. Ouais. Et d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit, Gore Verbinski, c'est lui qui a réalisé la version américaine de The Ring. Okay. Donc The Ring, version japonaise, qui est fait aussi par Hideo Nakata, donc qui a réalisé aussi Darkwater. Et voilà, dans toute cette époque-là, il y a vraiment tous les réalisateurs qui sont allés, qui ont traversé le continent, qui ont fait des choses. Le seul, entre guillemets, pour moi, qui s'en est bien sorti avec sa version, c'est Takashi Shimizu, je dis pas de bêtises, avec Ju-On, qui a réalisé The Grudge avec Sarah Michelle Gellar aux États-Unis. Et pour moi, c'est une version qui est supérieure à Ju-On. Alors que tu vois, par exemple pour The Ring, moi The Ring j'ai jamais vraiment aimé, tu vois, la version japonaise. J'aime bien le principe, j'aime bien le concept, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose un peu bancal, tu vois. Et la version américaine, j'avais trouvé pareil, tu vois, c'était correct mais sans plus. Et même si j'adore en fait toute la mythologie aussi derrière avec Sadako, tout ça, j'adore le principe, l'idée de la VHS, tout ça, c'est super. Mais j'avais plus pris mon pied avec Darkwater. Parce que je sais pas, il y avait une atmosphère derrière qui me parlait beaucoup plus et il y avait quelque chose en fait qui te prenait aux tripes en fait, tu vois, au niveau de la mélancolie, au niveau de l'histoire en général. Il y avait quelque chose qui me prenait. Et c'est un film qui m'a plus marqué qu'un Ju-On, qu'un The Ring, ou même si tu vois, je mettrais par exemple The Eye, c'est un film que j'adore. The Eye, j'adore. Il y a des films comme La mort en ligne de Takashi Miike, qui est complètement autre chose, bien un peu on va dire starbé, tu vois, la Miike que j'avais adoré. Mais je vais dire que moi, mon film préféré de cette époque-là, c'était vraiment Audition, quoi. Audition et puis Darkwater. C'était vraiment deux films que j'avais adorés dans ces années 2000-là. C'est une période que moi, j'adorais dans la J-horror et aujourd'hui, je comprendrais qu'il y a tu vois, un jeune public ou même n'importe qui, tu vois, qui découvrait la J-horror aujourd'hui. Je pense qu'ils pourront pas comprendre ce que nous, on a ressenti à l'époque de la sortie. Ouais, je pense aussi. Puis je pense que c'est pas un film qui a un grand potentiel de revisionnage. C'est pas un film que tu peux voir 5 fois. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, une fois que tu sais ce qui se passe dans l'immeuble, ça va forcément aussi enlever tout ce que tu ne sais pas, justement, tout ce que tu as besoin d'apprendre. Et puis, tu seras plus dans le même sentiment que la mère, qui est vraiment paumée, qui est toute seule, qui est épuisée, qui a du mal à tout gérer, et qui va se sentir complètement dépassée par... Voilà, ce dégât des eaux qui prend de plus en plus de place dans sa vie. Et tout ça, je pense qu'on l'a pas aussi fort une fois que tu sais ce qui se passe. Ouais. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire.
Parlons un peu du film, c'est vrai qu'on s'éparpille un peu, mais après, en soi, le film, je trouve admirablement réalisé. Franchement, ça marche toujours autant. L'imagerie, elle reste, je vais dire correcte, parce qu'elle est souvent inégale. Ouais, je suis d'accord. Il y a des plans qui sont très beaux et d'autres qui sont un peu plus classiques. Un peu plus drama. Ouais, j'allais dire série, c'est exactement ça. Tu vois, t'as un peu ce sentiment-là, tu sais, de visionnage, enfin, ce sentiment de drama, tu vois, ce visuel drama un peu, je sais pas, j'arriverais pas à décrire, en fait, Bah, moi, je l'ai ressenti, tu vois, genre quand elle est toute seule, c'est sur le chemin entre la maternelle et chez elle et qu'il pleut, mais qu'en fait, il fait soleil derrière, bah, tu sens que ça fait plus un peu image de drama. Après, il y a d'autres scènes de pluie, moi, je trouve, qui sont plus intéressantes. Tu vois, moi, je pense que c'est un problème de la restauration 4K. Ouais. Oui, on avait parlé effectivement sur une scène aussi. Alors, au final, tu vois trop de choses et tu perds un peu de surprise, quoi. Alors, faut savoir que c'est une version de Joker Shop, enfin de The Joker, qu'on l'a pris. Ils ont fait une première salve d'horreur avec The Ring, Darkwater et Audition. Donc super premier choix, franchement, il y avait pas mieux pour commencer. Et là, il y a une deuxième vague qui arrive là, donc d'ici peu après cet enregistrement-là, qu'on on l'a commandé aussi, avec Cure, Cairo et j'ai oublié le troisième. Enfin bref, c'est encore des classiques, tu vois. Malheureusement, si je peux mettre un petit point négatif sur cette édition-là, même si l'édition elle est magnifique, le coffret, Digipack, le coffret il est beau, les illustrations sont hyper bien choisies, une couleur pour chaque film, tu vois. Et celle de Darkwater, c'est ma préférée en fait. Elle est très belle. Au niveau du visuel, elle est magnifique. Je crois qu'on l'avait dit pour Audition, mais il y a une restauration 2K qui laissait un peu à désirer, parce que le film à la base c'est un film qui tourne entièrement en pellicule, et le grain de la pellicule en fait pour moi c'est ce qui fait la force dans le J-horror. Comme pour Darkwater. Pour donner un comparatif, on a vu le documentaire donc en bonus, tu vois, sur Hideo Nakata qui parle de son film. Et il y a des images qui n'ont pas été restaurées. Donc c'est les images d'origine. Et les images, elles ont gardé le grain de l'époque avec c'est cette pellicule qui est vraiment saturée souvent dans des tons un peu sépia, jaunâtres, tu vois. Et je trouve que, tu vois, quand j'ai revu ces là, je fais, ben voilà, moi c'est ce visuel-là que j'avais en tête. Ouais, je suis d'accord. Et la version 4K, même si elle reste très belle, elle est bien, voilà, il y a des couleurs qui sont bien retranscrites, il y a des noirs qui sont bien choisis, surtout dans une scène. Il y a une scène où en fait on voit la petite fille, donc qui est qui est montée dans l'appartement du dessus. Et en fait, elle est dans un coin où il fait super sombre. Et on a eu le comparatif avec la version d'origine. Dans la version d'origine, on voit une silhouette dans cette pénombre-là. Et dans la version 4K, en fait, c'est vraiment noir. Il y a un noir profond. Et en fait, après, on voit la petite fille sortir. Donc, ça fait un autre effet. Même si, moi, j'ai quand même un petit kink avec, on va dire, ce genre de colorimétrie qui est pas vraiment maîtrisé, si je peux dire. Je sais même pas si c'est maîtrisé ou pas, ou si c'est voulu. Où on voit cette petite silhouette-là, on voit qu'il y a quelqu'un dans la pénombre. Mais ça amène une petite crainte derrière, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que tu sais pas si c'est qui c'est exactement et dans quel état elle est, quoi. Voilà. Vous êtes dans la version 4K où il fait vraiment sombre, tu vois vraiment le plan avec le coin sombre. Tes yeux, en fait, ils se baladent dans dans le cadre. Mais tu sais pas où tu dois t'arrêter. Mais quand tu vois cette petite silhouette-là dans la version originale, donc vraiment qu'à cette vidéo, tu vois, si je peux dire ça, vraiment pour mettre le grain, tu vois, il y a vraiment le grain, mais on voit cette petite silhouette-là, bah en fait, ton œil va bloquer au milieu de ce cadre où tu vas voir cette silhouette-là. Et là, ça rajoute une autre peur. Ouais, parce que en plus, il y a le côté où tu vas avoir la tension qui va monter au fur et à mesure où la silhouette va s'approcher. C'est ça. Alors que dans la version restaurée, en fait, tu la vois, elle est quasiment au milieu de la pièce, au moment où quasiment en même temps que la mère. Donc il y a pas ce côté aussi en tant que spectateur de voir un élément que le personnage dans la scène ne voit pas et donc de dire attention, il va se passer un truc là. C'est clair, bah tu vois, je te renvoie sur un film qu'on a vu il y a pas longtemps, sur une scène qu'on a vue il y a pas longtemps, c'est dans Hérédité. Oh oui. Dans Hérédité, je m'en souviens. Il y a une scène dans une chambre avec un plan fixe qui dure dans ma tête, ça dure une demi-heure. Alors que ça durait sans doute
15 secondes, tu vois. Je sais plus, mais ouais. Mais il était tellement angoissant ce plan, Ouais. où en fait, on voit un personnage suspendu au plafond. Mais en fait, c'est pareil, on le voit. Ouais. On le voit, sauf le cadre, il est tellement bien construit que tes yeux, en fait, vont se balader dans le cadre. Donc, si tu commences vers le personnage principal qui est dans le bas du cadre, tu regardes le personnage, et en fait, tes yeux vont contourner le cadre jusqu'à voir cette silhouette-là, et là, tu dis, what the fuck? C'est ça. Là, ça marche bien. Et pourtant, c'est, pour ramener à la version originale de Darkwater, en fait, c'est cette petite silhouette-là qu'on aperçoit. Ouais. En fait, notre œil aperçoit quelque chose. Et en fait, notre peur va se concentrer sur ça, en se disant, est-ce que c'est une tâche? Est-ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est ça. Hein. Et là, du moment, quand tu vois bouger, là, tu dis, oh putain. Puis, il y a surtout, c'est qui? C'est qui? Ouais. C'est surtout ça, hein. Et voilà, c'est pour ça que moi, je pense que j'ai une préférence pour le grain d'origine. Ouais. Plutôt que la version 4K. Même si la restauration elle reste très belle, même si je mettrais aussi des petites lacunes sur des scènes de dialogue où il y a un peu plus de pénombre, où en fait on va vraiment voir des grains vraiment sur toute la pellicule. Et en fait ça fait bizarre. Moi le grain j'aime bien, mais quand la pellicule va avec. Mais là du grain sur une image, je vais dire un terme un peu barbare, mais lissé en 4K, je trouve que ça marche beaucoup moins. Ouais, je vois ce que tu dis. Et bon, voilà, c'est vraiment un petit bémol que j'ai sur la 4K, c'est vraiment purement personnel. Mais le film fonctionne toujours aussi bien. Donc voilà, je sais pas si t'as autre chose à rajouter. Ouais, moi j'ai un truc, donc c'est plus au niveau du scénario et beaucoup moins de la partie épouvante. C'est un truc que j'ai trouvé très bien, que j'avais pas du tout vu dans mon premier visionnage, parce que je pense que c'était pas quelque chose auquel j'étais sensible et auquel je percutais, c'est comment ils ont montré le divorce de la mère. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a une façon assez subtile de montrer que tout ce qu'elle va faire, ce sera disséqué pour pouvoir être utilisé par son ex-mari pour récupérer la garde de sa fille, qui au départ ne veut même pas, en fait. Donc tu sens qu'il y a une guerre, en fait, aussi comme ça qui se crée, où en gros c'est juste pour aussi asseoir un jeu de pouvoir, de dire que lui peut lui enlever sa fille s'il a envie, qu'il a ce pouvoir-là, et donc tout ce qu'elle va faire va être utilisé contre elle. Donc par exemple, on va lui demander de trouver forcément un travail et un appartement pour pouvoir avoir la garde de sa fille, sauf que son travail va l'empêcher de pouvoir aller forcément chercher sa fille à l'école aux heures prévues, et donc bah ce sera sa faute à elle. Si l'appartement est comme on dit, bah effectivement avec un dégât des eaux, c'est sa faute à elle qui met sa fille dans une situation qui est pas, dans un appartement qui est pas vivable. Voilà, il y a tout ça en fait qui revient. Et même dans justement l'eau en fait qui va s'infiltrer chez elle, tu sens qu'il y a peut-être aussi cet effet de montrer comment cette situation-là, elle va s'étendre en elle et prendre de la place et bah complètement l'étouffer en fait, bon la noyer en fait dans son jus. Et ouais, moi je trouvais que c'était assez bien montré comment elle se débattait en fait pour pouvoir montrer que bah parce qu'elle veut se battre, elle se bat pour pouvoir garder sa fille, mais en même temps, si elle se bat, elle est trop violente et considérée comme hystérique, et donc on lui demande à chaque fois de se calmer, des choses comme ça. Ce qu'on va jamais demander à son ex-mari. Donc il y a vraiment un deux poids, deux mesures, qui est pas, en fait, c'est pas le centre du film, parce que le centre du film, c'est l'histoire d'épouvante, mais en fait, je trouve que c'est un socle qui est super bien pour amener aussi déjà le caractère très compliqué, en fait, du personnage, et notamment pour l'époque, je trouve que c'est très bien écrit. Donc, complètement. Donc c'est quelque chose que je voulais soulever, et donc c'est quelque chose que j'avais pas du tout percuté à l'époque quand je l'ai regardé. Et en fait quand j'ai vu le film, j'ai fait bah franchement c'est une bonne écriture quoi. Ouais, et moi je le rapprocherais de l'écriture du film Audition de Takashi Miike. Ouais. Je trouve que c'est deux films qui critiquent bien la société japonaise, qui critiquent bien la place de la femme dans cette société-là à cette époque. Ouais. Aujourd'hui je ne sais pas, à l'époque encore, bien plus loin je ne sais pas non plus. Mais pour cette époque-là, on ressent vraiment bien quelle place a la femme en général, qu'elle soit mariée, divorcée, célibataire ou jeune, vieille. Il y a toujours cette critique-là sur la femme qui est complètement, on va dire, caractérisée comme, c'est peut-être barbare aussi ce que je vais dire, mais comme un objet en fait. C'est plus une femme qui est là pour subvenir aux besoins de l'homme, qui doit se conformer aux décisions de l'homme et qui doit suivre les directives de l'homme. Et si elle ne suit pas, en fait, c'est pas quelqu'un qui est mariable, et donc pour ce film-là, on divorce tout de suite parce que finalement, tu ne rentres pas dans le moule
de la femme typique japonaise qui se plie aux ordres de l'homme. C'est ça. Et oui, donc, de toute façon, la société effectivement japonaise était vraiment le mariage est extrêmement important pour les femmes dans la société japonaise. C'est un peu comme ça qu'elles peuvent entre guillemets s'élever dans la société. Et moi, ce que je sais très bien aussi, c'est qu'ils vont revenir vachement en arrière dans sa jeunesse, dans son ancien travail ou des choses comme ça, pour pouvoir vérifier son état mental aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ce qu'elle a été ou ce qu'elle a vécu il y a 10 ans était censé avoir un impact aujourd'hui qui soit un impact hyper important, alors que elle, tout ce qu'elle donne comme justification sont tout à fait fondées, il y a pas de sujet. Mais voilà, on voit à quel point ils vont chercher loin pour pouvoir lui montrer que ce qu'elle fait c'est mal, ce qu'elle est pas suffisante, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, t'as l'impression que tout le film c'est un piège contre elle. C'est ça. Que ce soit avec le mari qui essaye à chaque fois de balancer des horreurs sur le passé de sa femme, qui sont sans doute extrapolées. Parce qu'on n'a pas vraiment le fin mot de ce qui se passe, mais il y a des choses qui sont dites et puis que la femme essaie de s'en défendre, mais à part hausser le ton, en fait, il y a que comme ça qu'elle peut être entre guillemets écoutée, mais même comme ça, en fait, elle est considérée plus comme c'est ça. comme une femme instable, folle à certains moments. En fait, si elle dit rien, ils considèrent que c'est ce que dit son mari est vrai. Voilà. Si elle se défend, on considère que qu'elle est instable. Elle est pas apte en fait à garder une fille. À garder sa fille. Donc c'est un peu une situation un peu délicate pour elle et pour les femmes en général. Ouais. Et moi je trouve que le film se marie très bien avec. Et moi j'adore l'allégorie que t'as soulevée avec cette tache au plafond qui s'agrandit en même temps que ses problèmes s'agrandissent aussi. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça se rejoint bien entre la vie de la mère et ce que veut faire et la place que veut prendre l'esprit en fait le fantôme dans cet appartement là. Ouais, et puis il y a aussi en fait elle va plus cet âge va s'agrandir, plus elle va aussi se focaliser dessus parce que forcément aussi il y a des dégâts dans l'appartement, mais on sent qu'elle a beaucoup plus de mal à passer outre. Et c'est aussi, pour moi, la métaphore de tout ce qu'elle vit à côté avec son divorce, où elle est obligée d'en passer par là, même si elle voudrait que ce soit vite fini, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, je pense que c'est pas mal ce qu'on a raconté, même si on peut pas dire le pourquoi du comment il y a un fantôme. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment découvrir. Même si ce qu'on peut dire, ça reste vraiment aussi un mal japonais. Toute l'allégorie qui est autour du fantôme, ça reste quand même quelque chose d'assez fort, même dans la vie en général. C'est pour ça que le film, en fait, on peut pas le mettre dans un film d'horreur, parce que moi, ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est vraiment pas pour dire ce que c'est le fantôme. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, dans l'histoire des fantômes japonais, des yokai, tout ça, c'est qu'en fait, c'est pas des esprits, des fantômes qui sont là pour faire du mal. Ça existe, mais souvent, en fait, c'est des fantômes qui n'ont pas qui sont restés bloqués en fait sur Terre, qui sont persuadés qu'en fait limite elles sont pas mortes, en fait elles sont là toujours pour continuer leur vie, et en fait ils vont continuer leur vie à travers d'autres personnes, et voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce qu'en fait dans le film c'est plus ou moins ça, quoi. Et donc c'est difficile de continuer à en parler, parce que moi j'adore énormément tout ce qui se passe après avec le fantôme et puis la petite famille. Je trouve que c'est à la fois touchant, c'est à la fois horrible et réaliste, parce que pour le coup c'est des choses qui existent, et c'est tout ce que j'aime en fait dans je suis d'accord quand on mêle surnaturel et réalité. Voilà, c'est pour ça qu'en fait là je trouve que l'équilibre il est quand même assez bien, parce que même si forcément le truc de fantôme on est d'accord c'est pas réaliste, mais en fait le fait que ça se traduise par de l'eau, ça c'est plus ou moins réaliste en fait, tu vois, je veux dire, d'avoir quelque chose qui suinte chez toi, c'est pas quelque chose où il y aurait genre des apparitions, où il y aurait une possession, des choses comme ça. Là c'est vraiment ça se matérialise par de l'eau qui coule chez toi. Et moi ce que j'adore avec la présence de l'eau, c'est que au début tu vois de l'eau, tu dis bon ok, il y a de l'eau, il y a des filtrations, il y a pas de problème, tu vois. Et plus le film avance, et plus en fait l'eau prend une place énorme dans l'épouvante, on va dire, si je peux dire ça. Et à la fin en fait c'est même pas de l'esprit, de ce qui se passe autour que tu as peur, c'est de la place que prend l'eau. Ouais, je suis d'accord. L'eau, elle a une présence énorme, et plus on avance et plus on se dit qu'il voilà, il y a un truc qui va pas. C'est inquiétant tout. C'est pas normal.
et c'est de ça que tu as peur. Ouais. Et alors là, je suis pas 100% sûre de moi, mais pour moi, l'eau au Japon a aussi une signification assez négative. Oui. En fait, c'est vrai. c'est qu'il y a vraiment aussi un côté où alors je pense que c'est certainement plus marquant et peut-être plus dans l'épouvante au Japon parce qu'il y a aussi une connotation là-dessus. Ouais, non, mais je pense que tu as raison. Il y a un truc avec l'eau. Moi, j'ai l'impression que là, dans mes souvenirs, moi, c'est pareil. Moi, alors historiquement, moi, je suis nul à chier. Vraiment, j'adore ça. J'adore l'histoire. Moi, je retiens aucune date. Ouais. Donc, j'adore l'histoire. Je suis super intéressant, mais je pourrais jamais te dire. Je suis capable de regarder des documentaires à tout va, d'écouter des podcasts qui parlent d'histoire, mais je les retiens pas. Je dis disque dur saturé. Vraiment, puis j'ai pas un 2 Tera. Hein. C'est un 50 émo que j'ai dans ma tête. Donc c'est des choses que je retiens pas, mais c'est un truc que j'adore et il me semble que ce que tu dis sur l'eau, je pense qu'il y a une double connotation, tu vois. Ouais. Il y a la côté, tu vois, où l'eau c'est un peu la vie, tu vois, bah, de toute façon après l'eau c'est la vie, de toute façon en général. C'est vraiment l'élément qui est central, qui donne naissance en fait à beaucoup de choses, mais ça peut aussi être un symbole de mort. Ouais. Et il y a un truc qui me vient comme ça en tête, mais j'ai pas envie de raconter de conneries. Je sais que pour moi en Corée, au Japon, alors après dans les autres pays asiatiques, je pourrais pas dire, mais par exemple, il y a pas du tout la culture d'apprendre à nager pour les enfants. Parce que, oui. C'est-à-dire c'est vraiment aussi quelque chose où voilà, t'es pas censé aller dans l'eau en fait. Et pour moi, quand tu dis il y a les deux parties, je pense qu'il y a aussi le côté de se nettoyer, c'est dans les rituels aussi. Peut-être un symbole de pureté ou de je sais pas. On se met de l'eau sur les mains pour nettoyer un peu c'est vrai. Comment dire, je sais pas, ces mauvaises ondes, ces mauvais esprits, des trucs comme ça. Donc après peut-être que ça veut dire que ce qu'on nettoie reste dans l'eau et donc mais ouais, mais il y a un quoi. truc dans le genre. Tu vois, c'est un truc que je vais me renseigner derrière. Je pense que je vais trouver d'autres choses. Et je pourrais pas vous le raconter dans notre épisode parce que j'aurais déjà oublié. Mais si vous êtes spécialiste de la culture japonaise et de savoir si de la place de l'eau dans la culture japonaise, moi je suis preneuse. N'hésitez pas à balancer des liens sur des reportages, des podcasts. Moi grave, ça m'intéresse énormément. Et c'est pareil, je vais les écouter, mais ça va rentrer, sortir. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est juste que j'ai pas la capacité en fait à enregistrer tout. Après, on regarde aussi tellement de choses, on a tellement d'informations que c'est normal de pas pouvoir tout retenir, mais. Ouais, donc voilà, Darkwater, c'est vraiment un film qu'on vous conseille en général. Ouais, franchement. Après, moi, c'est vrai que pour un premier visionnage aujourd'hui, je pense qu'il faut y aller ouvert d'esprit, en sachant effectivement que ce sera pas un film d'horreur comme on a l'habitude en 2024. Tu vois, je veux dire, pour comparer, on en a vu d'autres là il y a récemment, des films d'horreur de l'année dernière. On n'est pas du tout sur des schémas, les mêmes codes. Et il y a peut-être des codes que vous allez avoir revus ailleurs, faits avec des techniques aussi plus récentes. Donc voilà, ça peut paraître un peu moins marquant et effrayant. Mais je pense que ça fait partie je pense que c'est un film incontournable de la J-horror et du paysage de la J-horror. Donc si c'est un genre qui vous intéresse, je pense que ça peut être intéressant d'aller le voir. Ouais, moi je pense que c'est la J-horror en général, je pense que c'est quelque chose qu'il faut découvrir même sur le tard, mais il faut partir du principe que ça reste vraiment ancré dans une période dite et qu'il faut pas comparer avec tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Y aller ouvert d'esprit. Ouais, moi je dirais même en fait que tout ce qu'on connaît aujourd'hui en fait a été inspiré par beaucoup de ces films-là. Et c'est pour ça que je te disais que les parties d'hérédité avec le truc dans la pénombre, moi j'en mettrais à main à couper qu'il a vu Darkwater, qu'il a vu tout ça. Ouais. Et je pense que c'est peut-être des choses qui sont restées en tête et qui sont ressorties dans des films par-ci par-là. Je sais pas, moi c'est peut-être un fantasme que je me fais, c'est quelque chose que je me dis, mais en fait moi j'ai envie de me dire que la J-horror a une place énorme aujourd'hui dans le cinéma d'horreur. Ouais, je suis d'accord. Ah mais je pense que oui, hein, parce que tu regardes ne serait-ce que Ring. C'est un film qui a eu une ampleur internationale qui était pas prévue, quoi. Ouais. Donc je pense que sans le vouloir, ils ont influencé le cinéma d'horreur international parce que autant tu vois, moi je l'ai vu tard parce que je savais que j'allais avoir peur et donc j'avais pas envie de le voir, mais c'est un film qui m'a marqué aussi même quand je l'ai vu plus tard et auquel j'ai entendu parler dès sa sortie tout le temps. C'est-à-dire qu'il a eu une place même pour des gens qui étaient pas fans du cinéma d'horreur. Il est rentré dans la pop culture assez vite, quoi. Ouais, c'est vrai, parce que même en général, si tu parles de cinéma d'horreur asiatique, c'est Ring qui sort. C'est Ring qui sort, c'est vrai. Ouais. Et même des personnes qui ont jamais vu de film asiatique, qui ont jamais vu de film d'horreur, connaissent forcément The Ring. Ouais.
Et je pense que c'est, ouais, non, t'as raison, je pense que au niveau culturel, c'est vraiment resté ancré. Ouais. Et bah tant mieux, tant mieux. Tant mieux, moi je pense que c'est des films qui sont vachement importants, même si j'ai pas mal de griefs quand même avec certains films, notamment The Ring. Je pense qu'on reviendra. Moi, j'avais souvenir que j'avais beaucoup aimé quand on Moi a j'avais vu, bien aimé, mais c'était plus un high concept qu'autre chose, tu vois. Ok, Il y avait beaucoup de choses qui me gênaient en fait dans la réalisation, dans l'écriture des personnages, tu vois. C'est assez flou, mais il y avait quelque chose qui je me suis dit ouais, c'est pas le meilleur que j'ai vu, surtout qu'à côté j'avais Audition et Darkwater, quoi. Ouais. Donc des films que je mets vraiment au-dessus de The Ring personnellement. Ok. Ouais, à revoir. Ouais, donc voilà, après je sais pas si on a autre chose à dire, peut-être revenir un peu sur la carrière de Nakata. Ouais, Nakata clairement. qui a commencé avec The Ring, qui n'était pas du tout prédestiné à faire du cinéma d'horreur. Non, pas du tout. Il le dit lui-même, c'est pas qu'il déteste l'horreur, mais c'est pas quelque chose qu'il connaît et qu'il maîtrise. Et donc c'est peut-être pour ça que ces deux films en fait ont un concept, on va dire un peu différent de ce que nous on connaît de l'horreur en général. Et il a peut-être apporté ses petites touches sur des histoires qui à la base viennent de romans. J'ai plus le nom Ouais, moi non plus. Mais... de la personne qui a écrit The Ring et Darkwater parce que c'est les mêmes auteurs. Ouais. Et donc du coup, il a adapté ces deux films-là avec le même scénariste. Le scénariste, c'est pareil, j'ai pas retenu le nom, putain, c'est horrible. Et scénariste aussi qui lui a horreur. C'est pas le caméraman qui a horreur des films d'horreur? Ah, tu as raison, c'est le Ouais, et caméraman. qui, justement, on lui disait, regarde ce film-là parce que vrai. je veux tel ou tel truc, C'est et il vrai. les regardait pas parce qu'il avait trop Ouais, peur. exactement, pardon, c'est le photographe du film. Et je pense que le scénariste, c'est l'auteur des romans. Ah, ça, je sais pas. Je crois qu'il a participé à l'écriture, ouais, oui, ça, je suis sûr. Et donc oui, c'est le caméraman, donc celui qui a géré la photographie de The Ring et de Darkwater, qui ont travaillé vraiment main dans la main tous les deux. Bah, ces deux personnes-là, en fait, ne sont pas du tout adeptes de films d'horreur. Surtout le caméraman qui, lui, a horreur de ça. Il n'était pas capable de regarder un film d'horreur jusqu'au bout. Même pour son travail, on lui dit, tiens, regarde telle imagerie. Il n'a pas réussi à la regarder jusqu'au bout parce que c'est quelque chose dont il ne peut pas. Et pourtant, ils arrivent quand même à réaliser The Ring et Darkwater. Ce qui en fait quand même quelque chose d'un peu paradoxal, quoi. Tu te dis, c'est des... alors que moi, il y a plein de films d'horreur, en fait, tu sens vraiment une passion derrière. Le réalisateur qui vraiment met du cœur dans une réalisation, met des références à ce qu'il a vu en horreur, tout ça. Même encore aujourd'hui, tu vois. En général, le cinéma d'horreur, c'est un cinéma de passionnés. Et tu sens une passion souvent dans la réalisation, dans l'écriture, dans les références, tout ça. Mais avec ces deux-là, ils ont pas du tout de références, ils ont rien du tout, et ils arrivent quand même à réaliser quand même deux monuments de la J-horreur. Mais alors je peux plus dire pour The Ring parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais pour Darkwater, je pense que les scènes en elles-mêmes, elles font pas peur. Non. C'est le montage après qui peut dire que dans la scène visuellement, il y a jamais rien qui est effrayant. Ouais. C'est le montage et la symbolique que nous on va mettre derrière qui en fait un film effectivement d'épouvante. Et surtout moi ce que j'adore ce qu'il a mis dans ces films-là, pareil dans The Ring, je sais pas si je crois qu'il a déjà expérimenté, mais c'est les flous en arrière-plan. Ouais. Oh, ça c'est incroyable comme idée. Ouais, ça c'était bien. Ça c'est incroyable. Mettre un flou, vraiment quelque chose, on sait que c'est quelque chose qui est censé être là pour nous faire peur, mais qui est complètement flou, on ne voit rien du tout, et juste ça en fait ça t'amène une tension, et t'as pas besoin de faire des jumpscares. Non, c'est ça. Tu vois, y a pas besoin de faire quelque chose qui vient dans le cadre pour te faire peur ou quoi que ce soit, un petit flou sur, on va dire le fantôme, la créature du film, qui vient juste en arrière-plan, ça suffit. Et ça marche très très bien. Et c'est quelque chose qu'il a expérimenté dans les deux films, et moi je trouve que ça marche du feu de Dieu encore aujourd'hui, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et dernier point, et je pense qu'après on peut s'arrêter là, c'est la scène une autre scène d'ascenseur où il y a de l'eau. Donc c'est juste pour dire que c'est une qui a été faite en dur, hein, où il y a vraiment de l'eau, et c'est la jeune fille de 6 ans qui est l'actrice qui est devant, donc ça n'a pas été doublé. Et ben la scène est particulièrement bien faite. C'est-à-dire que on a le côté Shining de l'ascenseur qui s'ouvre. C'est ce que j'allais dire, imaginez la scène de Shining avec l'ascenseur. Et ben là c'est avec de l'eau croupie, quoi. C'est la même chose avec, et puis la petite fille était vraiment devant. Ouais. Et ils ont donc bien bossé le truc pour que ça soit pas dangereux pour elle. Et je pense que ça aurait pas du tout eu le même effet avec du CGI, quoi.
Bah, ils auraient fait ça 5-6 ans après, je pense qu'on aurait perdu beaucoup de choses. bah en oui, fait. parce que en fait, aujourd'hui, c'est une scène qui se fait pas. Ouais. Il prendrait jamais le risque de mettre une petite fille Ouais. dans ces conditions-là. Et je crois qu'il le dit lui-même dans Ouais, il le dit. Ouais, aujourd'hui, ça aurait été impossible. Et puis, bah, déjà, chapeau. Parce que franchement, le rendu rend super bien. Ouais, c'est ça fait vraiment... Même si tu sens que la chorégraphie de l'eau, tu le vois, tu vois. Ouais, mais c'est bien maîtrisé. Et ça me choque pas parce Non, moi non qu'il y a en plus dans le film cet imaginaire fantomatique qui contrôle l'eau aussi un peu. Donc en fait, c'est pas gênant dans l'histoire que ce soit pas réaliste en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Non, c'est vrai, ça me gêne pas non plus, mais tu voyais vraiment que c'est quelque chose de travaillé. Ouais, bien ouais. Et justement, ça amène comme tu dis, le côté dur. Tu sens vraiment qu'il y a pas de CGI. Tu sens que c'est vraiment une petite fille face à un ascenseur et puis une vague d'eau qui vient en plein dessus. Et c'est super bien fait. Et puis heureusement que ça a été fait à l'époque. Aujourd'hui, on aurait eu du CGI. Et heureusement surtout que c'est bien passé. Ouais, c'est clair. C'est surtout ça. C'est clair. Donc ils ont bien travaillé pour le coup. Puis la fille, franchement, la petite fille, elle joue super bien. Rien à dire, franchement, une petite fille de 6 ans qui vient jouer dans un film d'horreur, je sais pas c'est quoi la directive qu'on lui a donnée. Je sais pas si on lui a dit t'es dans un film d'horreur ou si t'es dans un film où il va se passer ça. Je me suis toujours dit comment tu fais avec des enfants qui viennent dans un film d'horreur, comment tu les briefes. Moi j'avais un souvenir, et là je digresse complètement là. C'est pas grave, on a l'habitude. C'est dans Planète Terreur de Robert Rodriguez où il a mis son fils dedans. Son fils c'est pareil, il doit avoir 6-7 ans, pas plus, tu vois. Je me souviens plus, mais ouais, Dans Planète Terror, un film ultra gore avec des hectolitres de sang. Et en fait, le petit garçon, tu le vois souvent dans le film. Et j'avais souvenir dans le making of où en fait il parlait. Et en fait, c'était un travail de dingue pour essayer de mettre son fils dans le cadre sans que autour ça fasse film d'horreur en fait. Ouais. Ils avaient tourné le truc pour que oui t'es dans un film mais en fait tu vas jouer ça. Bon après le gamin il a pas un jeu extraordinaire non plus tu vois. Ouais. On le voit dans le cadre mais quand tu vois le film tu te dis putain comment ils ont pu mettre un enfant dans un film aussi poisseux que ça aussi. Et en fait non c'est juste des images qui sont retravaillées par ordinateur ou par machin et puis en fait c'est juste qu'ils l'ont intégré devant une caméra pour dire tiens t'as vu fais un sourire fais un truc fais une grimace dehors ou un truc comme ça. Et c'est un truc qui m'a toujours passionné parce que le travail avec les enfants dans ce genre de film-là, ça doit être colossal. Ouais, je pense. Puis là, pour le coup, la petite fille, non seulement c'est une très très bonne actrice. Ouais, franchement, même de manière générale, les acteurs sont tous bons, mais... Et c'est dommage qu'il n'y ait pas un making-of où on voit la petite fille vraiment travailler sur ce projet-là. Comment ils ont... Parce que le côté poisseux, voilà, on le voit tout le long du film. Est-ce que pendant le making-of, pendant le tournage, en fait, c'était aussi poisseux que ça? Je pense pas. Je pense qu'il y a une colorimétrie qui s'est rajoutée derrière, tu vois, pour rajouter vraiment cette atmosphère-là. Mais voilà. C'est vrai qu'avec le CGI, c'est plus facile aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils sont sur fond vert. C'est ça. Tous les trucs gore, tu les mets en post-prod. Mais là, c'est vraiment un film qui est tourné en pellicule quand t'as le de maquillage l'époque. Zombie, ou t'as la moitié de la tête qui est arrachée, ou un truc comme ça... Moi, tu le vois pareil, moi quoi. c'est un truc qui m'intéresse, qui me passionne surtout. C'est dommage qu'il n'y ait pas de making-of sur ça. C'est con, parce que j'ai vu un truc passer il y a pas longtemps. C'était pas sur Planet Terror, c'était sur un autre film. Où pareil, il y avait un gamin et c'était comment ils avaient géré pour... que lui avait pas pu aller à l'avant-première, forcément, tu vois, à la présentation. Bien sûr, c'est Planet Terror aussi, c'est pareil. Son fils, il avait aucune idée de ce qu'il faisait, et puis le film, il l'a pas vu, donc... Là, il savait qu'il faisait un film d'horreur, je crois, mais il savait qu'il pouvait pas avoir plein de trucs du film. Ça, j'ai plus le nom, mais il y a plein de trucs, tu vois. Même je me demande comment, tu vois, à l'époque, comme un film comme La Malédiction, avec Damien, tu vois, l'Antéchrist, je me demande comment ils ont fait jouer le gamin dedans, tu vois. Le gamin, dans le film, tu le vois avec des facettes souvent qui fait peur, tu vois. Il est là, je crois qu'on lui a dit, tiens, bah, fronce les sourcils, ou fais un regard vraiment noir et perçant, et ça marche, quoi. Ouais, tu crois qu'ils lui ont dit, joue l'Antéchrist? Je ne sais pas, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Comment tu fais jouer un enfant comme ça? À part si tu le dis, vas-y, t'es l'Antéchrist et le diable. Tu sais ce que c'est le diable? Non, je vais t'expliquer ce que c'est. Sans doute. Voilà, je sais pas comment ils ont fini le gamin. Est-ce qu'ils ont fini traumatisés ou en bonne santé derrière? J'en ai aucune idée. Mais quand tu vois un peu l'actrice par exemple de l'Exorciste derrière, comme voilà, elle a pris très cher. Ouais, parce que je pense qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait. Ça savait très bien qu'elle était quand même plus âgée, mais elle a pris très cher déjà sur le tournage. Elle a été blessée dans tous les sens avec le système de. Elle avait un système de pas de poulie, mais en fait
un truc qui lui permettait en Ouais, fait de bouger. de bouger dans tous les sens, ouais. et en fait t'avais une scène comme ça dans le film. Avec un où tu la harnais, vois- je crois. Un Ouais, truc c'est comme ça, avec un harnais. Et en fait pendant cette scène là c'est complètement pété le dos, quoi. Donc elle a pris super cher. Ouais. Enfin bref, là encore une digression, mais on va arrêter. On va revenir à Darkwater. Ouais, non, c'est tout ça pour dire que moi, en fait, moi, ça, bon, déjà, les enfants dans un film d'horreur, moi, ça me fait flipper. Grave. Il y a pas pire, tu vois. Y a pas Même, pire. y a rien de pire. Franchement. Moi, c'est les clowns au-dessus les enfants dans les films d'horreur. Ça, c'est... Ouais, moi, c'est vraiment les enfants tout en haut, et en dessous, après, c'est les poupées. Ouais, parce que ça ressemble à des enfants. Ouais, mais Moi, c'est des clowns, pantins, poupées. Ouais, voilà, tu tout vois, ça, moi, ça, c'est, je peux pas, enfin, ouais. je peux pas. Si, je regarde beaucoup, donc. Mais les enfants, il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose. Tu te dis, en fait, il y a l'innocence. Ouais, c'est Nous, que on même connaît quand ils veulent pas être comment dire, terrifiants, Ouais. ils le sont. Ils le sont quand même. Tu vois. Ils le sont quand même. Tu vois, il y a un film que j'ai vu il y a pas longtemps, c'est les enfants oubliés de l'an 2000, ou les oubliés de l'an 2000. C'est un film qui date des années 70, où en fait, c'est un couple qui part en lune de miel, en Italie, je crois. Oh, je sais même plus, tu vois, ou en Espagne, un truc comme ça. Et en fait, ils vont sur une île, au large. Donc c'est un petit village pittoresque, quoi. Et donc du coup, ils vont sur cette île-là, sauf que l'île, elle est complètement déserte, la ville est complètement déserte, et au fur et à mesure, tu vas voir plein d'enfants arriver, et c'est des enfants, au début, tu les vois, ah, vous êtes les enfants, voilà, vous vivez ici, là. Puis après, t'as une crainte qui s'installe autour des enfants, et ça marche du feu de Dieu. Ah ouais, non, mais c'est... Et pourtant, le film se passe en plein jour. Ouais, mais le pire c'est que même dans les moindres petits trucs, tu vois, la moindre petite série et tout, qui sont, voilà, c'est pas du film d'horreur et tout, ça reste plus ou moins pour tout public. Moi, tu mets des gamins possédés, c'est bon. C'est clair, c'est clair. Supernatural, ça marchait, hein, je veux dire, Ah bah oui. Ah bah oui, ça marchait très bien même. Non, mais c'est, ouais, enfin bref, voilà, digression finie, les enfants, ça fait flipper. Faites pas d'enfants, on sait jamais s'ils seront possédés ou pas. Et donc voilà, ouais, Darkwater, on vous conseille vraiment d'y aller. Ouais, franchement. Même sur la J-horror en général, allez découvrir ça si vous connaissez pas. Essayez vraiment de l'ancrer dans son jus, dans son temps, et de le prendre tel quel. Vous y trouverez peut-être quelque chose d'intéressant. Ouais, carrément. Donc voilà, on va arrêter là pour Darkwater. Ouais, ça me va. Bon, alors je vais passer aux avis des auditeurs et auditrices. Bon, là j'en ai reçu qu'un, donc toujours du capitaine Railroad Page, le numéro 10 de la team. Alors qui nous dit: je connais depuis sa sortie, mais je ne l'avais jamais vu jusqu'à récemment. C'est un classique dans le genre que Nakata a un peu initié avec Ring et qui a fait son succès. Il y a l'ambiance, le suspense, du malaise, un semblant d'enquête, c'est maîtrisé. Il n'y a que la révélation finale que l'on voit venir. Si j'avais vu le film à l'époque, ça aurait été retournement de cerveau, mais 20 ans plus tard, on est habitué à ces climax. Le film tient quand même la route aujourd'hui par l'ambiance, l'image, l'acting. Franchement, ça n'a pas vieilli. Ouais, bah ça rejoint ce qu'on a dit. Franchement, c'est... Hein, ouais. Bah, tu vois, pour quelqu'un qui l'a découvert 20 ans après, je pense que c'est ça, tu vois. Ouais. Je pense que t'as peut-être bon, l'imagerie dit que c'est toujours correct, mais le climax de fin, c'est vrai que même moi, le climax de fin, j'ai eu un peu de mal, tu vois. Je trouve qu'il a... Ouais. C'est ce qui marche le moins dans on n'a le pas film. parlé pour pas spoiler, Ouais. mais oui. Oui, le climax Après, de moi, fin, je il est m'en pas ouf. souvenais aussi, donc j'ai pas eu Bah, du moi tout, aussi, mais finalement, du tu tout vois... tu vois, je savais que ce qui allait se passer, donc... Mais moi aussi, tu vois, c'est une fin que je suis pas hyper fan, mais par contre, je l'avais pas oublié, celle-là. Ouais. Donc, du coup, Elle était suffisamment marquante pour rester, bah, quoi. je pense qu'elle était suffisamment marquante, et je pense elle avait entièrement sa place dans le scénario pour qu'on s'en souvienne comme ça. Donc, c'est que finalement, ça marche. Après, on adhère ou on adhère pas à l'idée. Je pense que c'est un parti pris, tu vois. Mais c'est vrai que le climax final, je pense qu'effectivement, en voyant le film aujourd'hui, c'est des choses qu'on a déjà vues et revues. Donc, ouais. Mais bon, il y a quand même pas mal d'indices aussi par rapport au truc, donc forcément... Mais s'il nous dit que 20 ans après, ça marche toujours autant, que l'imagerie est nickel, bah voilà, franchement, je pense que vous pouvez y aller, même si vous l'avez jamais vu. Hein. Nous, c'est vrai que... Après, moi, c'est vrai que je plus sois le côté, tu vois, vraiment, le regarder il y a 20 ans quand il était sorti, c'était vraiment c'était un phénomène, tu vois. Mais c'est le dame de la croix de tout le monde, je veux dire, de pouvoir relire un livre pour la première fois, revoir un film pour la première fois. Mais pour le coup, tu vois, pour conclure, c'est vraiment... je suis content de l'avoir vu à l'époque. Ouais. Je suis peut-être un peu déçu de l'avoir vu aujourd'hui. Ouais, parce que ça m'a enlevé l'angoisse que j'avais vécue à l'époque.
Et puis il y a des petits souvenirs que moi j'avais fantasmés qui ont été complètement débunkés avec le deuxième visionnage. Ouais. Et donc maintenant, ces souvenirs ne seront plus là, alors que ça fait 20 ans qu'ils sont dans ma tête. Ouais, je suis d'accord. Mais bon, c'est... Ouais, moi je pense que ma plus grosse déception, c'est vraiment je m'attendais à flipper ma race, en fait. Mais moi aussi, et là, en fait, pas tant. Pas même tant que pas, ça. presque pas du tout. Je crois que c'est pas l'idée du film. Et ouais, en fait, c'est ça, je pense que à la découverte de la J-Horror, c'était vraiment le truc où on savait pas où on allait. Et donc, on se faisait embarquer et moi, j'avais vraiment eu peur. Et par contre, tu vois, en le revoyant là, je comprends le principe de dire qu'en fait, c'est pas forcément un film d'épouvante, quoi. Je suis d'accord. Bon, si on se faisait une petite recommandation rapide, histoire de pas faire trop long, parce que là, c'est vrai qu'un épisode assez long, juste sur un film, on n'a pas fait de... Il y a rien d'autre autour. Tu veux commencer ou j'y vais ? Moi, je vais juste recommander une compilation de petits films qui s'appelle Three Extreme, donc 3 extrêmes. C'est une compilation de 3 réalisateurs, donc un hongkongais ou chinois, je sais plus, un coréen et un japonais, qui ont chacun écrit une petite histoire et qui en ont fait un moyen métrage. Donc il y a le réalisateur, je sais pas comment ça se prononce, désolé, Fruit Chan, qui a fait une super histoire avec des raviolis succulents à déguster. Je vous en dirai pas plus. Il y a un film d'horreur, épouvante, thriller, angoissant de Park Chan-wook, donc valeur sûre. Et pour le côté japonais, on a Takeshi Miike, qui a une proposition vraiment radicale. Donc voilà, je vais pas résumer les histoires parce que je les ai plus trop en tête, et je vous laisserai juste les découvrir parce que c'est une compilation de 3 moyens métrages qui sont vraiment excellents. Et dans tous les cas, dans les 3 films, il y en aura forcément un qui va vous mettre une claquasse. Donc voilà. Ouais, très bonne recommandation. Moi, je vais recommander une série qui est assez connue, hein, donc je pense que vous m'avez pas attendu pour le faire, mais au cas où il y ait deux pleu qui connaissent pas, je fais ma BA. C'est Kingdom, qui est sur Netflix, c'est donc une série coréenne, série de zombies. C'est génial. C'est alors je sais pas, on peut pas dire le Moyen-Âge parce que c'est pas cette période-là, mais voilà, c'est un peu le côté féodal. Ancien temps. Ancien temps de la Corée. Un film en costume avec des zombies. Ouais, voilà, c'est bien résumé, ça. Donc voilà. Un film, une série, pardon, c'est une série. Ouais, et il y a un film derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, c'est super bien. Il y a tout le côté jeu de pouvoir, manipulation, voilà, de l'empire féodal qui veut faire s'agrandir, voilà, faire sa vie et manipuler tout le monde, et en même temps tu te retrouves avec un virus de zombies qui est au milieu. C'est pas commun d'avoir un truc de zombie pas post-apocalyptique, donc je trouve ça super bien déjà sur la proposition, et en plus il est super beau, c'est super bien écrit, c'est super bien joué, voilà, tout est super, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est excellent. Voilà. Parfait. Voilà, c'était Darkwater. On a fini avec notre 2e épisode d'Halloween. Ouais. Pour la semaine prochaine, Tier list. Donc ça veut dire, en fait, ça va peut-être être un prolongement d'Halloween, parce qu'à mon avis, ça va être assez sanglant pour ça pouvoir. Ça va être gore. Pour pouvoir. Faudra pas mettre toutes les oreilles devant l'épisode. Ah ouais, non, ça va être. Comme depuis le début, je dis ça va être un pugilat, mais je pense que ça va vraiment être ça, quoi. Non, mais là, on va faire un fight club là. Ouais. La première règle, c'est de pas en parler. Donc... on va faire un épisode, on va pas parler. C'est ça. Donc ouais, tier list la semaine prochaine. Ouais. On va intégrer les épisodes 30 à 45 dans la précédente liste qu'on avait fait. Donc ça va être assez sympa. On fera un petit récapitulatif du classement précédent, et on mettra à jour au fur et à mesure sur les réseaux sociaux, et puis en direct. C'est ça. En direct dans l'épisode, et puis on va essayer de classer tout ça et de voir si The Strangers sera détrôné ou non. On verra. Grande surprise. Voilà. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et après ça on reprendra le rythme hebdomadaire avec un épisode. C'est ça, tout à fait. D'ici là, mangez beaucoup de bonbons. Faites peur aux gens. Partagez-nous vos costumes. Ouais, carrément, c'est très cool. C'est fun en vrai. Ouais, donc on vous souhaite un joyeux Halloween. Voilà. Attention à la crise de foi. Ouais, c'est important. Bah ouais, portez-vous bien, kiffez Halloween, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour classer des films. Bye bye. Bye.